B. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Bonsoir Mathieu Bock-Côté. Bonsoir. Essayiste et chroniqueur. Bonsoir à vous Guillaume Bigot. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Vous êtes notre invité de 20h10. Marine Le Pen est donc en visite à Mayotte. Vous êtes député RN du territoire de Belfort. Elle dit « Sonnez la cloche pour rappeler les promesses du gouvernement ». Alors qu'on comprenne bien, quand elle a vu Michel Barnier pour la première fois, elle est sortie de Matignon en disant « Je suis pas très convaincue par Michel Barnier ». Quand elle a vu François Bayrou, elle a dit « J'ai l'impression que quand même on m'a écouté ». Puis là, elle arrive quelques jours après la visite lui-même de François Bayrou lui-même à Mayotte, et elle dit « Je veux sonner la cloche du gouvernement ». Alors qu'on comprend plus rien finalement. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est votre ressenti sur cette question, Guillaume Bigot ? Alors je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Comme toujours avec vous. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on est lancé dans un débat de 2 heures. Et puis, avec le Rassemblement National, vous allez voir, non, c'est mars 2018, une date et une proposition, une loi spéciale pour Mayotte, afin de mettre un terme à la submersion migratoire, des Comores sur Mayotte, oui, l'archipel qui depuis l'île de la quatrième île de l'archipel depuis 64 qui est française, et réparer donc les radars, envoyer la Marine nationale pour opérer un blocus, c'est-à-dire prendre enfin le taureau par les cornes. Mars 2018. Elle dit par ailleurs, il faut un grand plan en mars 2018 pour rétablir l'eau, rétablir l'électricité. Et elle ajoute, mais ça c'est la position classique du Rassemblement national, stop au droit du sol, c'est une très belle idée héritée des rois de France. La réalité n'est plus compatible avec celle-ci, et notamment à Mayotte. Vous voyez que c'est pas une trop longue digression. Donc mettez-vous dans sa peau. Elle dit ça, elle est snobée, Snobée. Bah oui, on dit non, mais c'est pas, écoutez, c'est exagéré, tout ça est très excessif, vous comprenez, le droit du sol, c'est la tradition, comment ça, la Marine nationale, comment ça, on a la situation en main, etc. Et puis il arrive ce qu'il arrive. Donc elle se rend sur place, et effectivement, je pense qu'elle est moralement et politiquement dans la situation de sonner la cloche. Mais ça veut C'est-à-dire, et pardon, je pour compléter, parce que je ne veux pas non plus surinterpréter son propos, quand elle a dit sonner la cloche, elle a dit « Je vais sonner la cloche pour éviter qu'une fois que les caméras se seront éteintes, et une fois que le petit cirque médiatique sera parti, on laisse et on abandonne les gens. » Mais ça veut dire que la méthode est différente qu'avec le gouvernement Barnier. Avant, elle avait le doigt sur la gâchette et ça s'est terminé par une censure. Maintenant, en fait, elle corrige les actes du gouvernement, puisqu'encore une fois, François Bayrou était parti à Mayotte également quelques jours auparavant. Mais vous savez, on a toujours cette attitude de non pas donner une chance au produit, mais d'abord de faire confiance aux institutions. On a un Premier ministre qui est nommé. Notre position n'est pas d'ajouter le désordre au désordre. Ce Premier ministre, voilà, il faut qu'il montre ce qu'il sait faire ou ce qu'il peut faire. On verra. Il n'a même pas prononcé on a l'impression que le discours de politique générale en disant regardez, voilà ce que vous auriez dû faire, voilà ce que vous auriez dû avec les personnes avec lesquelles vous auriez dû discuter. Voilà. Alors, là, Pierre de Villeneuve, qu'on corrige la copie. Je suis d'autant plus à l'aise que j'ai prononcé un discours expliquant au mois de fin du mois de septembre dernier que nous n'allions pas censurer a priori, que nous n'allons pas censurer à la tête du client, que nous n'allons pas censurer pour faire un procès d'intention, mais qu'on censurait uniquement sur les actes, sur les faits, sur un budget. On avait tracé quelques lignes rouges, on s'était dit en fait, non pas nous tout seuls, le Rassemblement national, mais le Rassemblement national, les gens de LR, les gens du bloc central, que en fait, il n'y avait pas de majorité pour personne et qu'il allait y avoir effectivement une sorte de gouvernement de cohabitation. Et on s'est aperçu que les lignes rouges, non pas les nôtres, celles de LR, c'est-à-dire pas d'impôts et pas d'augmentation de la contribution de la France, par exemple, au budget de l'Union européenne, tout ça n'était pas tenu. Oui. Donc à un moment, j'avais prévenu au nom du groupe, on a effectivement appuyé sur la queue détente. Mathieu Bock-Côté. Alors je vous poserai une question presque kantienne à propos du gouvernement Bayrou. Que vous est-il permis d'espérer ? C'est-à-dire, dans les circonstances actuelles, vous dites nous espérons que le gouvernement va faire de son mieux, qu'il va faire, on n'a pas la même philosophie, on n'a pas le même programme, mais on espère qu'il va faire de son mieux. Qu'espérez-vous s'il fait de son mieux ? Sincèrement, que nos lignes rouges, qui sont pas très nombreuses, soient respectées parce que nous sommes conscients du fait que nous n'avons pas la majorité. LR n'a pas la majorité, le bloc central n'a pas la majorité, la situation est bloquée pour l'instant. Et donc, dans cette situation de blocage, on peut considérer que, pour nous,
s'il n'y a pas de déremboursement, enfin d'arrêt du déremboursement des médicaments, si on ne touche pas à l'indexation des retraites, si on n'augmente pas les impôts par exemple, si on n'augmente pas les aides à l'immigration, et si on n'augmente pas le budget de l'Union européenne, ça fait par 5. exemple, 5, on pourrait rajouter une sixième, parce que c'est du bon sens. Il y en avait 3 la dernière fois. Bon. Oui, c'est du bon sens à l'état pur. Non mais, si vous voulez, l'idée est simple, je simplifie, c'est ne pas taper sur les petits, et arrêter, pour résoudre le problème de l'endettement, d'augmenter les impôts. Parce que en situation, en plus de récession, augmenter les impôts et faire une saignée, c'est pas une bonne idée. Philippe Guibert. Oui, avec Michel Barnier, il avait satisfait toutes vos lignes rouges, sauf une, qui était la dernière, celle sur laquelle Marine Le Pen a dit on votera la censure si vous. C'est pas Marine Le Pen, hein, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen. Je veux bien que vous êtes dans un. C'est la caricature. M. Guibert qui est à La Pen peut-être, je ne sais pas. Non, Marine Le Pen avait dit sur l'indexation des pensions de retraite, on censurera si elle n'est pas faite, et c'est ce qui s'est passé. Barnier est tombé là-dessus. François Bayrou, enfin, les réunions avec Lombard montrent que cette mesure n'est plus envisagée. Donc en réalité, le remboursement des médicaments non plus. Donc en réalité, toutes vos conditions, vos lignes rouges sont aujourd'hui satisfaites. Alors oui, de l'extérieur, je comprends que cette analyse, parce que de l'extérieur, ça pouvait sembler, on cherche un prétexte pour faire tomber le gouvernement Barnier. Vous le dites pas, mais vous le pensez très fort, et beaucoup l'ont pensé. Donc je me permets de le formuler. On pouvait faire cette Oui, mais sauf que quand vous regardez les choses de près, alors le déremboursement des médicaments, oui, sous réserve que l'Ondam soit équilibré. L'Ondam n'était pas équilibré, donc ça aurait pas été le cas. Deuxièmement, oui, les taxes sur l'électricité, il n'était pas question de les augmenter, mais il était question d'augmenter les taxes sur le gaz, par exemple. Et en effet, la désindexation des retraites, c'était quelque chose qui avait été demandé dès le départ, et c'était pas le cas. Donc en vérité, non, tout n'était pas satisfait. Quand vous regardez, c'est comme dans les contrats d'assurance. Si vous voulez, il faut regarder les petits astérix et regarder tout en bas. Par ailleurs, pour avoir été dans l'hémicycle pendant tous ces débats budgétaires, je peux vous dire que le 49.3 était de toute façon le scénario écrit à l'avance pour une raison simple, c'est que aucun LR, là, il n'y a pas encore eu de débat budgétaire, donc on ne sait pas. Il y aura un 49.3. Et là, vous savez ce qui va se passer alors. C'est une forte probabilité. Et donc là, vos conditions sont satisfaites, donc il n'y a aucune raison que vous votiez la censure. Mais qui vous dit qu'on va voter la censure? Mathieu. Alors, attendez, ça c'est une information quand même. Hein. Vous avez suivi l'actualité d'outre-Atlantique ces dernières semaines. Oui. Donald Trump gagne les élections contre Kamala Harris. Aujourd'hui, Justin Trudeau démissionne. De ce côté de l'Atlantique, Olaf Scholz n'est plus sera congédié. En février, les élections en Allemagne. Est-ce que vous faites un lien entre cette fragilisation d'une certaine classe politique à laquelle on s'était habitué depuis quelques années ou quelques décennies? Quel est l'écho pour vous pour tout cela en France? Si on revient à la question de Mayotte, qui est l'actualité d'aujourd'hui, c'est quand même, on a une sorte, ce que j'appellerais une sorte de syndrome de Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire que ce que Marine Le Pen préconise, et ce que d'autres préconisent d'ailleurs, c'est complètement excessif, insupportable, etc. Mais si eux font une tribune dans le Figaro pour le dire, là, ça devient potentiellement acceptable. Sauf qu'en réalité, ils disent les mots des actions que nous préconisions il y a des années, ils ne font que dire les mots. On sait très bien qu'ils ne feront rien. Donc ils sont à l'intérieur d'un repère orthonormé qui les bloque totalement, qui les paralyse totalement, qui relève à la fois de contraintes juridiques, CEDH, différents traités, mais aussi de blocage idéologique, de blocage presque psychologique. Donc ils ne feront rien. Donc l'écho, oui, c'est une évidence que la classe dirigeante, elle est aux abois, elle est en bout de course, si vous voulez, Mathieu Bocoté. Le parti des notables, qui pensent à peu près la même chose, qui se disent de gauche ou de droite, ils sont dans un repère orthonormé où le bon plaisir individuel est au centre, où de toute façon il faut obéir à tous les dictats de l'Europe et de toutes les cours suprêmes, où les migrants font la politique migratoire, où les multinationales sont chez elles, et particulièrement les multinationales chinoises, etc. Donc dans ce cadre-là, rien n'est possible. Et ce que montre la voie qui est dessinée outre-Atlantique, c'est qu'effectivement, à un moment, quelqu'un va balayer ce qu'il y a sur la table. Parce que ça ne fonctionne pas. Balayer, c'est peut-être le terme qui fait la transition avec la question que je voulais vous poser, puisque aujourd'hui, demain plutôt, 10 ans après Charlie Hebdo, ce week-end, pas plus tard que ce week-end, et encore aujourd'hui, on a d'autres révélations sur ces influenceurs franco-algériens qui appellent aux attentats. Est-ce que vous ne craignez pas que l'attentat se banalise
en France, puisque là, ça rejoint des réseaux sociaux qui sont regardés par des plus jeunes, donc les plus influençables, des enfants qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans qui regardent TikTok, et ils voient un influenceur qui a soi-disant beaucoup de notoriété auprès d'eux, qui leur dit, voilà, il faut des viols en masse, il faut des attentats. Quelle est l'urgence là-dessus, sachant que jusqu'à présent, pour le premier d'entre eux qui devait être en comparution immédiate, on a dit on va le juger. Il y en a un autre qui va être jugé à Brest le 24 février. Mais que font ces gens qui sont sous OQTF encore sur le territoire français? Que fait le RN en tant que force politique aujourd'hui? Est-ce que justement, puisqu'elle veut sonner la cloche, Marine Le Pen, est-ce qu'il ne faut pas commencer par là en disant il faut vraiment commencer par ce sujet-là aujourd'hui avant toute chose? Mais ce sujet, c'est le sujet de Mayotte, d'ailleurs, je vous signale. C'est juste qu'à Mayotte, c'est puissance XXL, enfin, c'est à très très grande échelle. Mais c'est le même phénomène. Oui, un pays qui ne tient plus ses frontières n'est plus vraiment complètement un pays. Et par ailleurs... On n'attend pas. Attendez, juste les Comoriens qui viennent sur Mayotte parce qu'ils veulent, il y a le droit du sol et qui veulent être français, c'est une chose. Des Franco-Algériens qui aujourd'hui appellent à des attentats en France, à des mécréants, à tous ceux qui sont contre le gouvernement algérien. C'en est une autre, permettez-moi. Mais c'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a une force de violence. Attendez, non, mais il y a un mécanisme de blocage. Il y a un blocage psychologique, il y a un blocage idéologique. Ça relève d'une forme de culpabilité qui paralyse le système. Cette culpabilité, évidemment, elle se traduit par des normes juridiques, et notamment des normes juridiques supranationales, qui empêchent les acteurs d'agir. Mais là, en l'occurrence, les OQTF, pourquoi ils ne sont pas exécutés? Parce qu'il n'y a aucune pression qui est exercée sur l'Algérie. Évidemment, l'Algérie, il y a des nombreux leviers, c'est-à-dire que les biens mal acquis, on a un arsenal juridique assez efficace d'ailleurs en matière de biens mal acquis. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Il suffit. Mais on ne veut pas appuyer sur le bouton. Et pourquoi on ne veut pas? Oui, pourquoi on ne veut pas appuyer sur le bouton? Alors, la question, et on va reboucler avec Mayotte, vous allez voir, c'est intéressant, parce qu'en réalité, le chantage, c'est toujours un chantage au racisme, c'est toujours un chantage à la haine, c'est toujours un chantage, si vous voulez, vous sortez du périmètre politiquement correct. Ce qui est intéressant avec Mayotte, c'est qu'on ne peut pas exercer ce chantage, parce que la population de Mayotte, elle est archi-française, mais elle est d'origine africaine et elle est de religion musulmane. Donc là, il y a d'une certaine façon une erreur système. Le système ne peut plus nous faire le coup du racisme et ne peut plus nous faire le coup de l'islamophobie puisque la majorité des Mahorais... on prend pas le risque? Pourquoi on prend pas le risque? Mais on va prendre le risque. C'est pas qu'on va prendre le risque, c'est qu'on va le faire et c'est même pas un risque. Le risque, c'est de ne rien faire. Vous le soulignez vous-même, l'ordre public est fragile. Des gens appellent maintenant à le mettre à bas. Mathieu. Alors, vous avez cité la question de la submersion migratoire à Mayotte. Quelqu'un est d'accord avec vous depuis hier soir, de manière étonnante, c'est Daniel Cohn-Bendit. Je vais le citer. Ouais. Il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est un grand remplacement de la population. Fin de la citation. Que vous inspire cette déclaration de Daniel Cohn-Bendit qui cite soudainement Renaud Camus? Il arrive que la réalité finisse par dessiller les plus fanatiques. Voilà, c'est la conclusion à laquelle on peut arriver. Vous dites de Cohn-Bendit que c'est un fanatique? Je pense à partir du moment où on est dans une position de pouvoir, où on défend, si vous voulez, ce que j'appellerais l'idéologie des notables, ce qu'on a appelé le politiquement correct, la bien-pensance, etc. L'establishment, on a toujours, finalement, on peut toujours le faire avec beaucoup de flegme, puisqu'on a le pouvoir, finalement. Donc on peut le faire avec un petit sourire en coin, genre ne vous énervez pas, calmez-vous, etc. Mais en réalité, c'est un dogme. Et je pense que s'il existe des historiens dans l'avenir, ils s'interrogeront. Comment se fait-il que une démocratie comme la nôtre puisse accepter que quelqu'un comme Laurent Fabius tout seul dise « Moi j'ai raison, moi je suis la démocratie, vous 67 millions de personnes, vous n'êtes pas la démocratie parce que ça s'appelle l'état de droit ». Par exemple, mais il y a 10 exemples comme ça qu'on peut servir. Quelle est la logique qu'il y a à inonder notre marché de produits alors qu'on écrase de normes les producteurs ici? Mais ça n'a aucun sens. Mais est-ce que le RN n'est pas finalement une sorte d'establishment? Est-ce que finalement, parce que on prendrait trop de risques à dire « je vous censure » parce que vous ne voulez pas revoir les accords de 1968 avec l'Algérie. Finalement, vous vous rangez d'une certaine manière aussi. Pourquoi est-ce que demain, Marine Le Pen ne prend pas la parole en disant « voilà, moi, avec cette histoire d'influenceurs franco-algériens, je demande au gouvernement d'agir sine die sur les accords de 1968 avec l'Algérie, sinon je censure ».
Mais la question que vous posez est une question de tactique politique. C'est-à-dire, mais est-ce que le général de Gaulle, en 1958, disant on va plier les Gaules en Algérie, est-ce qu'il avait la moindre chance d'arriver aux affaires? Non. Le général de Gaulle, en 1958, il a dit « je vous ai compris », ce qui, comme chacun sait, voulait tout dire et un peu rien dire. Et ensuite, par la pédagogie, en ouvrant les yeux la différence, c'est qu'il n'avait pas de carriérisme politique, le général de Gaulle. C'est pas un problème de carriérisme politique, c'est un problème d'articuler des moyens en vue d'une fin. Il faut absolument, c'était vraiment l'erreur du président de la République sur les retraites, il faut obtenir pour agir l'assentiment populaire. La seule force en démocratie, c'est l'assentiment populaire. Il faut un assentiment populaire pour agir. Je pense qu'on n'en est pas très loin. Lorsque l'assentiment populaire sera là, les digues céderont, et les digues mentales céderont, et les digues juridiques céderont, parce que quand vous regardez sur le long terme... Mais quand alors? Comment ça, quand? Quand vous dites quand ça viendra, c'est quand? Les prochaines présidentielles. 2027 ou avant. 2027. Ou avant. Et vous parlez de l'assentiment populaire. Vous connaissez la formule de Patrick Buisson, il parlait de populophobie. Est-ce que selon vous, le gouvernement présent est atteint de populophobie? Écoutez, toutes les mesures qu'ils prennent... Comment expliquer C'est une autre façon de dire qu'il est hors sol, d'ailleurs. Oui, mais c'est une question intéressante parce qu'on peut se demander quelle est la rationalité d'imposer un système aussi fou, une usine à gaz, c'est le cas de le dire, que le marché européen d'électricité. Quelle est la logique? Quelle est la logique de volontairement vouloir payer plus cher son électricité pour faire européen alors qu'on dépend de l'extérieur, pour faire vert alors qu'on produit de plus en plus de CO2 et pour faire marcher alors qu'on paye plus cher? Quelle est la logique? Je pense qu'en fait, la logique du système, c'est d'imposer quelque chose que seuls les notables acceptent, qu'ils considèrent comme politiquement correct entre eux, et le fait que le peuple n'en veut pas, eh bien c'est un facteur suffisant pour eux pour rejeter ces mesures. Merci beaucoup Guillaume Bigot d'avoir été avec nous sur Europe 1. 7 janvier 2015, Charlie Hebdo est victime d'un effroyable attentat terroriste. Pour Europe 1, Philippe Val, ancien directeur du journal satirique, raconte, avec les archives d'Europe 1, les témoignages saisissants comme celui du journaliste Laurent Léger, rescapé de l'attentat. Le tireur a tiré partout dans le tas, quoi. À part Charb, non, il a demandé nullement l'identité des uns et des autres, il a juste tiré. Au cœur de l'actu, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo, le nouveau podcast de la rédaction d'Europe 1. Tous les épisodes sont disponibles dès maintenant sur le site et l'application Europe 1.